Bonjour à toutes et à tous, nous enchantés de vous rencontrer. Nous nous retrouvons aujourd'hui du coup pour ce second Facebook Live du coup sur Tous des oiseaux. Donc nous accueillons Wajdi Mourad, qui est du coup un auteur, metteur en scène et le directeur de La Colline, qui nous a aidé à mettre en place ce Facebook Live. Et nous quatre lycéens avons mis en place donc ce Facebook Live. Donc il est censé donc nous aider pour le bac, nous, terminal, du coup, en spécialité théâtre. Et du coup, voilà, moi, je dis, on va pas répondre à nos questions, donc voilà, pour nous aider. Donc, je m'appelle Gaëtan, je suis en terminale générale au lycée Charles Baudelaire en spécialité, du coup, théâtre et histoire géopolitique. Puis, voilà. Bonjour de ma part aussi, moi J, et à tous. Je m'appelle Alexandra et je suis élève de terminale du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix d'Athènes. Je suis les spécialités théâtre et mathématiques et je suis très heureuse de pouvoir suivre, de faire partie de ce live. Et la raison pour laquelle j'ai voulu participer, c'est car le multiculturalisme de la pièce m'a beaucoup touchée et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec tous ces mouvements et comme le BLM, j'ai voulu parler avec quelqu'un qui vraiment parle de la diversité et s'intéresse à ça. Bonjour, je m'appelle Martin, je suis en terminale au lycée Victor Hugo à Paris. Je suis très heureux de participer à ce Facebook Live. La raison pour laquelle j'ai voulu participer, c'est parce que j'aimerais écrire du théâtre plus tard. Donc, je suis très enthousiaste d'entendre vos réponses. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Camille, je suis en terminale au lycée Saint-François d'Assise à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Je suis en spécialité théâtre et humanité, littérature et philo. Je suis très heureuse, comme mes collègues lycéens, d'être ici à ce Facebook Live et enfin de rencontrer Wajdi Mouawad. Donc, en HLP, nous étudions des questions qui sont en lien avec son théâtre, qui est la quête de l'identité, la question de la violence et des transmissions au fil des générations. Pour parler du live, le live durera 1 heure. Donc, comme le premier qui, vous verrez dans les commentaires, il y a le lien pour y accéder. Dans un premier temps, on va répondre des questions que nous, on avait envie de poser à Wajdi Mouawad, nous les lycéens. Puis dans un second temps, vous, dans les commentaires, vous pouvez poser des questions et 2 questions qui sont les plus intéressantes, on va dire, seront posées en live, si on a le temps, bien sûr. Donc, nous allons passer à la première question. Micro, Gaëtan, le micro. Excusez-moi. Donc, Tous des oiseaux est traversé par des faits historiques. Ethan est juif et Waïda est arabe. Leur histoire est inscrite dans celle des conflits du Moyen-Orient. Et selon vous, quel est le rôle de l'art face à l'histoire? Quel est le rôle de l'art face à l'histoire? Bien, l'art, c'est une expression qui est fabriquée, qui est fabriquée par un esprit, l'esprit humain. C'est-à-dire que l'art n'est pas une chose qu'on trouve dans la nature. La nature peut faire des choses absolument magnifiques, mais c'est l'être humain qui la regarde et qui la trouve magnifique. Je sais pas, par exemple, quand vous voyez un coucher de soleil absolument magnifique, c'est pas le coucher de soleil qui est absolument magnifique, c'est notre capacité à nous de poser un regard esthétique sur les choses. C'est l'esprit humain qui est renversant, on va dire. Le rayon de soleil, lui, c'est des photons qui traversent l'atmosphère et qui trouvent une teinte de couleur. C'est nous qui regardons les choses. Donc,
quand je dis l'art, c'est quelque chose qui est créé par l'humain, un objet qui n'existe pas dans la nature, je ne veux pas dire par là que dans la nature, il n'y a pas d'art. Il y en a, mais la nature est, à proprement parler, on va dire, elle n'est pas dans une création consciente et elle est dans le présent, elle est là, elle existe, elle était là avant nous, elle serait là après nous. Et nous, on crée de l'art, on décide qu'on va faire un objet, qui n'existe pas dans la nature et qui va être inutile, qui va être inutile. Prenez une sculpture de Giacometti, c'est totalement inutile. Si elle n'avait pas existé, ça n'aurait pas empêché la marche du temps. Mais elle existe, et en existant, étrangement, elle nous transforme. Donc il y a quelque chose de paradoxal dans l'œuvre d'art, c'est que si elle n'avait pas existé, ça n'aurait rien changé. Mais en existant, ça change parfois pas mal de choses. Ça transforme les regards, ça transforme les choses. Et quand il y a des événements terribles qui surviennent, ce que vous appelez des événements historiques, l'art, d'une certaine façon, les traverse en les montrant de nouveau, en nous permettant de les revoir, de les regarder, de les retraverser d'une certaine mesure, de nous en souvenir, ne serait-ce que ça, de les raconter comme tout traumatisme a besoin d'être re-raconté, mais pas que les traumatismes. Il y a aussi une question de mémoire, il y a aussi une question de l'importance de parler de l'autre. Je prends un exemple. Les premières pièces de théâtre les plus bouleversantes qui ont été écrites, c'est en Grèce, il y a 2500 ans, et la première pièce qui restait jusqu'à nous, c'est une pièce qui s'appelle Les Perses, écrite par Échille. Échille écrit Les Perses, alors que les Perses étaient les ennemis des Grecs. Et Échille écrit une pièce et fait en sorte que le public grec est complètement bouleversé par le destin des Perses. C'est-à-dire que Échille, au lieu de faire une pièce pour dire au peuple grec, qui est le spectateur, regardez comment nous avons souffert et regardez comment nous avons été glorieux et héroïques, il raconte l'histoire de l'ennemi et fait en sorte que nous mettions à l'aimer. Les Perses deviennent les héros. Il fait la même chose avec les Troyennes. Ça, c'est Euripide plus tard. Euripide va faire la même chose avec les Troyennes. C'est un peu comme si, je ne sais pas si vous voulez, c'est comme si aujourd'hui, Hollywood se mettait à faire un film, je ne sais pas moi, les Américains se mettaient à raconter l'histoire des Irakiens, mettons, et où les Irakiens sont les héros et les Américains sont les méchants. Ou si vous voulez, c'est comme si les Israéliens faisaient une pièce de théâtre ou un film où les héros seraient les Iraniens et où les méchants seraient les Israéliens, et à la fin de la pièce, tous les Israéliens seront en larmes parce que le personnage iranien est mort. Vous voyez, c'est cette espèce de retournement qui fait en sorte que tout à coup, on échappe à soi-même. On échappe à soi-même. Et il y a cette expression quand on dit il faut partir de soi. Il faut partir de soi. On dit pour raconter une bonne histoire, il faut partir de soi. On va dire mais vas-y, pars de toi. Mais si on prend l'expression au vrai sens du terme, partir de soi, c'est-à-dire s'en aller de soi. S'en aller de soi, c'est pour aller où? C'est peut-être pour aller vers celui que l'on comprend le moins, l'ennemi. Et qu'à partir de ce moment-là, quand il y a un fait historique qui arrive, l'art est peut-être le chemin qui nous permet de regarder de l'autre côté, de regarder ce que justement l'histoire nous empêche de regarder. Parce que l'histoire nous implique trop, parce qu'on a des morts, parce que l'injustice, etc. L'art nous permet de faire un saut presque quantique, et d'aller, en devenant complètement l'autre, de regarder ce que l'autre est en train de vivre, de ce qu'il est en train de traverser dans ce qu'on appelle une situation historique dans laquelle nous avons été très impliqués. Je prends par exemple l'histoire de la guerre du Liban, là je parle de façon tout à fait personnelle. Moi,
enfant, on m'a habitué, on m'a élevé, mes parents m'ont élevé, pas seulement mes parents, ma communauté m'a élevé. Moi, je suis un Libanais de la communauté chrétienne maronite. Voilà, au Liban, c'est très important, les dimensions confessionnelles, pas religieuses, mais confessionnelles. Il y a 17 confessions au Liban. Moi, je suis maronite, c'est une des 17 confessions. J'ai grandi en détestant toutes les autres. C'est comme ça qu'on m'a élevé. On m'a élevé en me disant les autres sont pas, voilà, lui, il est avare, lui, il est malhonnête, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Nous, on est bien. Et nous avons beaucoup souffert, mais pas eux. Nous avons beaucoup souffert. Ils nous ont fait beaucoup souffrir. Moi, j'ai grandi avec ça. Et il a fallu que, grâce à plein de choses, grâce à l'école, grâce à l'éducation, grâce à la culture, grâce à l'art, grâce à l'exil aussi, parce que j'ai dû quitter le Liban enfant, eh bien, petit à petit, j'ai commencé à remettre en question ce qu'on m'a dit sur les autres et j'ai eu envie d'aller voir qui était cet autre qu'on m'a appris à détester. Et je me suis rendu compte que non seulement il n'était pas détestable, mais que j'avais surtout envie d'être lui. J'avais plus du tout envie de faire partie de ma communauté. Je me suis mis à être... J'ai été extrêmement en colère contre ma communauté parce que j'avais l'impression qu'elle m'avait aveuglé par le sentiment de détestation, on va dire. Et quand je me suis mis à écrire, que ce soit incendie, que ce soit forêt, littoral ou tous des oiseaux, ou Anima, par exemple, qui est un roman, mes héros, mes personnages principaux, sont toujours ceux qu'enfant on m'a fait détester. Donc le palestinien, le syrien, l'israélien, le druze, le musulman, etc. Ce sont eux qui sont devenus les héros de mes pièces. Et quand vous lisez ces pièces, quand vous êtes touché par les personnages, par exemple par Wahida ou Ethan, ben, moi, c'est une des plus grandes victoires que je peux ressentir parce que j'ai créé des personnages qu'on m'a fait détester quand j'étais enfant et qui aujourd'hui émeuvent des gens qui sont jeunes et les touchent et leur donnent envie de les connaître. Et donc, l'art, c'est cette résistance. L'art, c'est une résistance. Enfin, l'art, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Mais entre autres, c'est une résistance contre contre nos pulsions les plus basses, les plus animales, les plus faciles. Parce que détester, haïr, j'ai ça en moi. J'ai grandi avec ça. J'ai ça en moi et c'est quelque chose que je sais faire tout de suite. Je sais, c'est facile à faire. C'est comme manger du chocolat, c'est sucré. C'est super facile. Et donc, il y a une résistance que je dois toujours avoir pour surnager, pour être au-dessus de ça. Je dois être vigilant tout le temps. Et l'art me permet cette vigilance. Merci beaucoup. Donc, une deuxième question. Est-ce que chaque époque révèle une conception singulière des notions d'identité et d'amour? Alors, je ne sais pas si je vais arriver à répondre à cette question de façon juste, parce qu'il faut être à la fois anthropologue et historien pour savoir si chaque époque, si la notion d'identité a évolué d'une époque à une autre. J'aurais tendance à croire que oui. J'aurais tendance à croire que oui, mais je ne saurais pas expliquer exactement pourquoi. Il faudrait demander à un historien ou à un anthropologue ou à un sociologue qui se serait penché vraiment sur cette question. C'est vraiment une question vraiment passionnante de voir comment la notion d'identité a pu se déplacer avec le temps. Maintenant, en même temps, je peux parler de mon époque, je peux parler de moi, évidemment. Et sur cette question d'identité, ça va revenir un tout petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la notion de détestation. Il y a une chose pour moi qui est très, très, très importante, et qui est au cœur aussi de Tous des oiseaux, mais qui n'est pas que au cœur de Tous des oiseaux, qui est au cœur de mon expérience d'exilé, de mon expérience d'étranger. Vous savez, depuis que j'ai 10 ans, je vis dans un pays
J'ai vécu dans des pays qui sont incapables de dire du premier coup mon prénom. Donc, ça fait 42 ans que quand je me présente, je dois dire 2 fois. Parce que je dis je m'appelle Wajdi. Comment? Wajdi. Au Liban, on comprend tout de suite. Donc c'est une expérience où déjà, juste dire son prénom est une expérience, c'est une aventure, dire mon prénom. Parce que je vis dans des pays, que ce soit la France ou le Québec, où ce prénom-là n'est pas commun, on n'est pas habitué à ce prénom-là. Et chose intéressante, c'est que les gens de votre âge, vous avez beaucoup moins de difficultés à saisir mon prénom du premier coup, parce que vous êtes beaucoup plus soumis à des prénoms bizarres, étranges, qui viennent de tous les coins du monde. Vous les avez, voilà, c'est quelque chose que les gens de votre âge, vous avez intégré ça beaucoup plus rapidement. Mais les gens de mon âge, encore, ils ont beaucoup de difficultés avec mon prénom. Et d'une certaine façon, vous voyez, par exemple, quand en étant arabe, il y a un avant 11 septembre 2001 et un après 11 septembre 2001 pour quiconque est arabe. Avant, c'était un truc différent. Après le 11 septembre 2001, la notion de terrorisme, la notion du terroriste, c'est associé aux notions au mot arabe, au mot de musulman, au mot… Bon, il y a des fixations qui se sont faites. C'est comme des virus qui se fixent sur des choses et qui s'y accrochent bien. Eh bien là, il y a quelque chose qui moi, m'a beaucoup intéressé, c'est que la notion d'identité est devenue, dans l'esprit de nos sociétés, amalgamée à la notion d'origine. C'est-à-dire, on confond de plus en plus, on confond l'origine à l'identité. C'est-à-dire, voilà, tu es, je sais pas moi, tu es né à tel endroit, eh ben tu es ça, tu es donc ça. Tu peux pas, voilà, ton identité ne pourra pas évoluer, tu es ça. Voilà, quelqu'un qui est né en Algérie, mais même pas quelqu'un qui est né en France de parents algériens, est fixé, puisque son identité sera toujours un Algérien. Quelqu'un qui a la peau noire, même s'il est né en France, que ses parents sont nés en France, que ses grands-parents sont nés en France, ça restera quelqu'un à qui on va fixer, son identité sera fixée à son origine. L'origine, elle est fixe, en effet. Moi, je vivrai 120 ans, 10 ans encore, ou je sais pas, peu importe. Rien ne changera. Je suis né au Liban en 1968, de parents libanais, dans la confession maronite, dans tel village. Mes arrière-grands-parents étaient comme ci, comme ça. Ça, c'est mon origine. Et mon origine, elle ne peut pas changer. Elle est un repère. Mais mon identité, elle est mouvante. Jusqu'à ce que j'ai 9 ans, j'ai vécu au Liban, ensuite j'ai vécu en France pendant 5 ans. Mon identité s'est transformée, ne serait-ce que ma langue. La langue s'est transformée, mon rapport culturel s'est changé. Quand j'avais 13 ans, l'école m'a amené au Louvre, on m'a mis devant un tableau de Cézanne, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu des pommes. J'ai vu des pommes peintes, et j'avais jamais cru qu'un jour une pomme aurait l'air plus vraie que la vraie pomme. Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, quand je vois des pommes, je pense à ce tableau de Cézanne. La pomme de Cézanne est plus vraie que la vraie pomme. C'est comme s'il avait percé mon œil. Eh bien, mon identité a changé. Mon identité s'est transformée. J'ai lu Kafka, mon identité s'est transformée. J'ai été voir du théâtre et j'ai eu envie de faire du théâtre. Je ne suis plus le même. Ensuite, je suis parti au Québec. J'ai grandi au Québec. J'ai eu des amis. J'ai eu mes premières histoires d'amour au Québec. J'ai été dans une école de théâtre. Mon identité a changé. J'ai quitté le Québec. Je suis revenu en France. Mon identité a changé. Je suis devenu directeur d'un théâtre. Je suis devenu directeur d'un théâtre. Voilà. L'identité est toujours en mouvement. Et dès lors qu'un système, que ce soit un système politique, un système dogmatique, un système religieux, un système social, un système clanique, décide d'enfermer les gens, d'enfermer leur identité dans leur origine en disant peu importe ce que tu fais, tu seras toujours ça parce que c'est ça ton origine, là, on tombe dans l'écrasement, dans l'étouffement, dans la pire des dictatures.
dans la pire des dictatures. Et notre époque est dangereuse à cause de ça. Beaucoup parce que les réseaux sociaux fixent l'identité. Hein. Elles fixent l'identité, même de façon, on va dire, au niveau de la justice. Prenez quelqu'un qui a été pris sur le fait d'une action répréhensible, on va dire. Voilà, quelqu'un est coupable d'un fait et il fait de la prison. Notre système de justice est établi sur le principe que quelqu'un peut, nos sociétés croient que quelqu'un peut réintégrer la société. Nos sociétés croient à ça. C'est pour ça qu'on a décidé qu'il n'y avait pas la peine de mort. Parce que s'il n'y avait pas la peine, à partir du moment où on a décidé que quelqu'un qui peut faire, par exemple, 15 ans de prison pour un crime vraiment grave, et qu'il sort après 15 ans de prison, on pense qu'il est capable de réintégrer la société. Sinon, à quoi ça sert? Eh bien, notre société, aujourd'hui, morale, extrêmement morale, pudibonde, super pudique, super moralisatrice, eh bien, décide que non, peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce qu'il va faire, il restera attaché au crime qu'il a fait, il ne bougera jamais, il ne changera jamais, il sera ça, il restera ça, son identité restera fixée à ça. Il n'a plus le droit d'évoluer, il n'a plus le droit d'avancer, il n'a plus le droit de faire en sorte que son identité devienne une utopie, un rêve, comme vous, par exemple. Comme nous tous, chacun, on a l'identité est un rêve, l'identité est une chose que l'on construit, que l'on projette vers l'avant, qui nous fait avancer, qui nous donne de l'espoir, etc. Pas l'origine. L'origine, c'est l'enfant qui tient le cerf-volant. Mais c'est comme si on mélangeait l'enfant et le cerf-volant. On disait, bon, ben, le cerf-volant qui est tout en haut au-dessus des nuages, et l'enfant, c'est la même chose. Ben non, l'enfant, c'est en bas, il tient le fil, et le cerf-volant, lui, il est en mouvement. Et ça, pour moi, c'est… alors, je ne sais pas comment c'était avant, je ne saurais pas dire, mais je sais qu'aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, ce qui me révolte le plus, c'est quand je vois quelqu'un, qui que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, dans un monde qui, impitoyablement, pour toutes sortes de raisons, cherche à fixer son identité par son origine. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument révoltant. Troisième question. Qui est Hassan Al-Wazan? Quelle est sa fonction dans la pièce? Alors, qui est Hassan Al-Wazan? Justement, Hassan Al-Wazan, tiens, justement, c'est une très très bonne question. Merci Camille, c'est une très bonne question. C'est rien. Alors, qui est Hassan Al-Wazan? Hassan Al-Wazan, c'est justement quelqu'un qui a vécu dans un monde où il a eu la possibilité de jongler avec les identités de façon absolument extraordinaire. Hassan Al-Wazan, c'est un homme, c'est un diplomate qui a été un diplomate d'origine marocaine et qui a été, lors d'un voyage qu'il faisait pour aller voir un monarque, pour des raisons diplomatiques, a été enlevé par des pirates chrétiens. Donc, il est enlevé. Et il est revendu comme esclave à Rome, à la cour du pape. Et puis, le pape, il tombe sur ce type super cultivé et tout. Il dit, mais attends, vous avez attrapé qui là? C'est un sacré bonhomme, quoi. Type super cultivé, littéraire, poète. Et donc, le pape l'affranchit à condition qu'il change de religion, c'est-à-dire qu'il se convertisse au christianisme. Wazan dit, ouais, pas de problème, ok, c'est un bon deal. Enfin, voilà, il ne dit pas ça comme ça, mais en gros, il dit ça. Il dit, c'est un bon deal, je veux bien. Alors, chez les musulmans, il y a un truc qui existe aussi chez les juifs qu'on appelle le taqiyya. Taqiyya, c'est un truc vachement bien. Ça dit que si jamais tu es en danger et que tu es obligé de changer de religion, parce que ta vie en dépend, au lieu de faire comme les chrétiens et de mourir bêtement en disant non, 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 je ne me convertis pas, et puis bon, voilà. Non, sois plus brillant. Dis oui, mais au fond de ton cœur, reste fidèle à ta religion. Ça s'appelle le taqiyya. Alors, on ne sait pas s'il a fait taqiyya ou pas, mais on se dit qu'il est probable qu'il y a pensé parce qu'il s'est converti au christianisme. Et donc, de Hassan Al-Wazan, il est devenu Léon l'Africain.
Pourquoi Léon? Parce que le pape, c'était Léon, je ne sais plus lequel, le 2, le 3, le 4, le 12, le 8, enfin, un Léon, un Léon. Le pape Léon quelque chose, je ne me souviens plus le nombre, c'était lui le pape, donc il a pris le nom de son pape, Léon, et puis après, comme il était africain, tout le monde l'appelait Léon l'Africain. Et il est resté donc dans la cour de Rome, et puis il s'est dit, tiens, ce que je vais faire, parce qu'il a entendu beaucoup de gens dire toutes sortes de bêtises sur l'Afrique, sur les Africains, sur les Maghrébins et tout. Il a dit, bon, puisque c'est comme ça, regardez, ce que je vais faire, je vais vous écrire un livre, moi, pour vous raconter qui sont les Africains. Et donc, il va faire ça, mais il va aussi écrire l'inverse, c'est-à-dire il va écrire un livre pour dire qui sont les Européens, en fait. Et donc, Léon l'Africain Hassan al-Wazan devient un pont. C'est un pont. C'est un pont qui raconte les mondes des uns aux autres. Et il s'est fait des amis, il a eu des amis très importants, des amis juifs, des amis chrétiens, des amis athées, il a eu des amis artistes. C'est vraiment quelqu'un, en fait, qui a fait évoluer son identité, justement, tout en racontant continuellement qui il était et d'où il venait, et qui a, on va dire, enrichi son monde. Et dans la pièce de Tous des oiseaux, pour moi, c'était, je l'ai associé à cette histoire qu'on me racontait quand j'étais enfant, qui était cette histoire que je trouvais incroyablement beau. Avant le début du Facebook, Alexandra m'a demandé si j'aimais les animaux. Eh ben, il y avait déjà ça. On me racontait l'histoire de cet oiseau qui avait envie d'aller voir les poissons, mais tout le monde lui disait, non, ne va pas voir les poissons, tu ne peux pas respirer, si tu vas voir les poissons, tu meurs. Et les poissons ne peuvent pas venir parmi nous, parce que s'ils viennent parmi nous, ils ne peuvent pas respirer, ils meurent. Nous ne sommes pas faits pour nous rencontrer. Il y a eux, il y a nous. Bon, d'accord, l'oiseau vole, tout ça, et puis les années passent, mais il ne s'en remet pas, quoi. Il veut trop savoir qui sont ces animaux incroyables. Et il n'accepte pas que pour une bête question de microcosme, quoi, l'oxygène de l'air, l'oxygène de l'eau, il ne puisse pas aller les voir. Alors, à un moment donné, il dit, je préfère mourir qu'être coupé de mes désirs, et il plonge. Et la légende raconte que son amour était tellement grand de savoir qui sont les étrangers, qui sont ceux qui ne sont pas comme lui, qu'au moment où il plonge dans l'eau, des ouïes lui poussent au cou, et dans l'eau, il se met à respirer et il se retrouve face aux poissons. Il leur dit, regardez, je suis l'un d'entre vous, je suis l'oiseau poisson. Je suis l'oiseau amphibie, je suis comme vous. Et ben pour moi, Hassan, c'est un peu ça. Hassan al-Wazan, c'est un peu ce désir de l'autre tellement fort que le désir nous transforme et nous permet d'arriver à l'autre. Alors, prochaine question. La narration de Tous des oiseaux n'est pas linéaire. Donc, on navigue sans cesse du présent au passé. J'aimerais savoir comment avez-vous construit ces changements d'espace-temps en conservant la continuité du récit. Alors, moi, je pars d'un principe très, très ancré en moi, c'est que au théâtre, tout est possible. Vraiment, tout est possible au théâtre. On peut tout faire au théâtre. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. On peut faire des gros plans, on peut faire des plans larges, des plans rapprochés, on peut changer de... Enfin, on peut tout faire au théâtre. Il faut juste trouver comment, tout simplement. Mais il n'y a rien qui est impossible. Et donc, arriver à faire en sorte, par exemple... Alors ça, c'est très technique, hein, c'est très concret. Il y a au départ... Quand je commence à construire une histoire, je ne pars pas du principe en me disant que je ne me dis pas à l'avance et puis il va y avoir des flashbacks. Je ne me dis pas ça. Moi, j'ai juste envie de raconter une histoire. Mais après, je commence à me demander, mais comment je vais la raconter, cette histoire? Ok, si je la raconte de façon linéaire, qui est toujours mon premier désir, moi, je n'ai jamais envie de faire compliqué. Il était une fois un garçon, il est tombé amoureux d'une fille, ils se sont aimés, et puis lui, il était juif, elle est arabe, ah là là, catastrophe, bon, voilà, comment tu as, bon, etc. On me dit, et puis il était une fois, vraiment, c'est très simple, c'est très très simple. Et ensuite, ils vont en Israël et tout, et tout. Bon. Alors, quand je commence à mettre tout ça côte à côte, je me dis, mais ça va durer 10 heures, quoi, c'est interminable.
Alors, je me dis, bon, il y a un truc qui ne marche pas dans la construction dramaturgique, il faut que je passe autrement, il faut que je trouve des raccourcis. Et puis, au fond, quelle est la chose la plus importante que je dois raconter? Je me dis, bon, ben, il faut que je raconte leur rencontre, il faut que je raconte le clash avec les parents, il faut que je raconte l'attentat terroriste, la rencontre avec la grand-mère. Bon, je mets ça comme des morceaux de puzzle sur une feuille de papier. Enfin, je commence à travailler mes structures comme des morceaux de puzzle. Et puis, je comprends à un moment donné qu'il vaut mieux que je commence par cette scène-là et je vais raconter cette scène après. Ça va être plus beau, ça va être plus puissant, ça va être plus intéressant, ça va être plus étonnant. Donc, je me dis, bon, par exemple, dans Tous les oiseaux, c'est beaucoup plus beau de commencer par la rencontre amoureuse. Je veux dire, une histoire d'amour, ça commence par le prince rencontre la princesse, quoi, tu vois. Donc, bon, bah, je me dis, bon, bah, voilà, le prince rencontre la princesse. Mais j'ai besoin de faire un saut. Donc, ma deuxième scène, elle est à l'hôpital à Tel Aviv, au moment où l'attentat a eu lieu. Alors, comment je vais passer de là à là et pourquoi ils sont là? Ils sont là parce qu'ils ont été voir la grand-mère. Donc, la scène du repas, elle vient avant. Donc là, théâtralement, voici comment ça se passait. Wahida, elle est assise sur une chaise. Voilà. Ethan vient s'asseoir sur une chaise. Il y a une table entre eux. Elle est à la bibliothèque, elle est en train de travailler, il la rencontre, coup de foudre, il parle. Elle lui dit un truc, il parle beaucoup en début, il parle. Et puis là, elle commence à lui parler, elle lui dit « Oh là là, mais qu'est-ce que tu étais drôle !» Et puis tu t'es levé, et puis à ce moment-là, on est sorti de la bibliothèque, et là, quand elle commence à raconter ça, petit à petit, la table commence à se déplacer, Ethan se lève, s'allonge sur la table, elle n'a pas bougé, et petit à petit, on la retrouve, elle est à l'hôpital. Et donc, théâtralement, il y a une sorte de transformation toute simple, c'est-à-dire le comédien qui joue Ethan ne fait que s'allonger sur la table pivote, elle devient un lit, on lui met un drap, il y a un petit son d'hôpital qui apparaît, et la comédienne n'a pas bougé de sa chaise. Et donc, on a une sorte d'effet au cinéma, on va dire un fondu enchaîné entre le passé et le présent. Et à partir de là, on rentre dans la tête de Wahida, et c'est Wahida qui se souvient. Et ça devient une manière de raconter qui devient aussi une manière de raconter qui est celle de notre époque, puisque moi, je suis super influencé par le cinéma. Vous aussi, on est tous super influencés par les images qu'on a vues à l'écran, par les gros plans, les fondus enchaînés, les passages dans le passé, les passages à l'avant, etc. Et donc, tout ça me permet de raconter surtout l'état d'esprit du personnage, de raconter dans quel état il est. Wahida, elle est en Israël. Son amie vient d'échapper de peu à un attentat. Elle est complètement bouleversée et elle pense à ça. Et elle raconte ça à Ethan qui est inconscient, elle lui parle et elle est perdue, elle est complètement paumée. Et ben, les flashbacks, la structure un peu démontée comme ça, me permet de raconter aussi l'état d'âme des personnages. Donc c'est pour ça que, mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours utilisé. Par exemple, dans Mort prématurée d'un chanteur populaire, il n'y a pas de flashback, c'est linéaire. Dans Incendie, il n'y a que des flashbacks. Dans Forêt, c'est pire. Alors là, il n'y a que ça. Et il y a des superpositions de temps. Mais ce ne sont jamais des choses que je me donne comme point de départ. Ça s'impose à moi dans la manière de vouloir… C'est le récit qui m'impose des flashbacks. Mais ce n'est jamais quelque chose que j'ai envie de faire au point de départ. Merci pour ces réponses. Vous avez parlé de la rencontre d'Ethan et de Wahida, la première rencontre. Et j'aimerais poser une question qui est un peu liée à ça. Ethan, on sait depuis le premier moment que c'est un esprit scientifique et il parle dans la pièce, il parle beaucoup de sciences et notamment de probabilité, de statistiques, mais il parle aussi des oiseaux quantiques, donc il fait référence à la physique quantique. Et donc je voulais demander quelle est la place des sciences dans la pièce et quel est votre rapport à l'univers des mathématiques, puisque vous avez aussi parlé des sauts quantiques. Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par répondre à votre deuxième question, parce que
J'ai un frère, mon grand frère, qui a 6 ans de plus que moi, voilà, est mathématicien. Et c'est un mathématicien très doué, extrêmement intelligent, extrêmement particulier. Et c'est quelqu'un qui, mon frère, qui s'appelle Naji, mon frère a, alors vous voyez, il y a ma sœur qui a 10 ans de plus que moi, ensuite il y a mon frère qui a donc 2 ans et demi de moins, et ensuite il y a moi 7 ans plus tard. Donc il y a une grande différence entre moi et mon frère et ma sœur. Et donc, enfant, mon frère s'est beaucoup occupé de moi. Et entre autres, il m'a beaucoup fait lire. C'est lui qui m'a fait lire, c'est lui qui s'est beaucoup occupé de moi. Il a joué avec moi, il m'a raconté des histoires, etc. Et c'est quelqu'un qui, avant d'être mathématicien, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la poésie. C'est quelqu'un qui a écrit énormément de poèmes. C'est quelqu'un qui voulait être poète, mon frère. Et il a écrit des pièces de théâtre aussi. La première pièce de théâtre que j'ai mise en scène professionnellement, c'est une pièce de mon frère. Quand je suis sorti d'école, j'avais 20 ans. C'est une pièce que lui avait écrite. Entre mon frère et moi, ce qui était établi, qui était évident, c'est que c'était lui l'auteur et moi, j'étais le comédien. J'ai fait une formation d'acteur, mais c'était lui l'auteur, c'est lui qui écrit. Mais bon, la vie, les choses, bon, et en même temps, parallèlement à ça, c'est quelqu'un qui était extrêmement doué en maths. Mais c'était un lecteur de Nietzsche, c'est un lecteur de Kant, de Schopenhauer. Enfin, donc moi, j'ai grandi avec une espèce de monstre comme ça, quoi. C'est-à-dire, je pouvais rien faire sans que je me fasse dire, oui, mais ça, Schopenhauer, ça, Nietzsche, ça, Kafka, ça, machin, ça, bidule, ça, truc. Enfin, je m'en sortais pas, quoi. C'était bon. Et donc, pendant très longtemps, tout ce que j'ai pu écrire quand j'étais adolescent, c'était pour épater mon frère. Moi, c'était vraiment pour épater mon frère. Et puis, à la maison, pour vous dire un peu, surtout quand on a fui la guerre, on vivait dans des tout petits appartements. Mon frère, ma sœur et moi, on dormait dans la même chambre. Ma mère, enfin, c'était tout petit. C'était pas des situations très faciles. Mais à la table de la cuisine, il y avait quelque chose d'assez magique qui se passait. Moi, je dessinais. Souvent, j'étais en train de dessiner. Mon frère était en train de faire ses maths. Ma mère était en train de préparer la cuisine. Et à cette scène, pour moi, absolument mythique, c'est mon frère qui est en train de faire des calculs, etc., et qui souffle, qui s'énerve, qui recommence, moi qui dessine, et ma mère qui s'énerve, qui n'en peut plus de voir mon frère en train de recommencer, et qui, à la fin, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Tout ça en arabe. Hein. En arabe, c'est beaucoup plus violent. Hein. Et elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fais ?» Et mon frère, sans se rendre compte à qui il parlait, c'est-à-dire à ma mère, il lui répond très sincèrement, il lui dit « Rien, j'essaye de prouver que 1 est différent de 0. » Alors ma mère qui s'arrête, elle était en train d'éplucher, d'équeuter du persil, elle s'arrête comme ça et fait « Tu fais quoi ?» Elle dit « J'essaye de prouver que 1 est différent de 0. » Ma mère, elle a un moment comme ça d'arrêter, elle se penche vers mon frère, voulant aider très sincèrement, et elle lui dit ça, elle lui dit « Non mais c'est différent, c'est différent. » Et mon frère écoute ma mère comme ça et il décide qu'il va écrire ça. C'était un devoir quand même pour l'école. Il dit, bon, 1 est différent de 0 parce que ma mère me l'a dit. D'une certaine façon, ça résume ma famille. Ça résume tout mon lien. Et puis, petit à petit, moi, je me suis mis à écrire. Mon frère a arrêté d'écrire. Il s'est mis à faire autre chose. Il est devenu mathématicien, etc. Dans Incendie, il y a un personnage très important qui est Jeanne, qui est une mathématicienne spécialiste dans la théorie des graphes, qui est précisément la spécialité de mon frère. Et donc, les maths ont toujours été extrêmement présents dans ma vie, par leur biais poétique, parce que mon frère avait une façon de me parler des mathématiques. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, racine carrée de 2. Okay, je vais vous parler de racine carrée de 2. 2, voilà, c'est pas compliqué. 1, voilà, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Bon, quelle est la racine carrée de 2? Donc, quelle est la racine carrée de 2? C'est-à-dire quel nombre multiplié par lui-même donne 2.
comme 4 fois 4, c'est 16, donc racine carrée de 16, c'est 4. Quelle est la racine carrée de 2? Bon. Eh bien, on tombe sur un nombre qu'on appelle irrationnel. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un nombre qu'on peut rationaliser. C'est 1,1419, c'est comme pi. C'est interminable, c'est interminable. Pourtant, donc c'est une suite de nombres infinis qui ne se terminent jamais. Maintenant, si je prends une phrase, par exemple, Alexandra vit à Athènes et elle est en train de faire un Facebook Live en ce moment, point. Mettons que je prends cette phrase. Et pour chaque lettre, mettons, je lui fais une traduction numérique. Par exemple, A, c'est la première lettre de l'alphabet, on va dire c'est 1. L, c'est la 16e lettre de l'alphabet, la 12e lettre de l'alphabet, on va dire que L, c'est 12. Et on continue comme ça. Et donc, je pourrais traduire cette phrase, Alexandra vit à Athènes et fait un Facebook Live en ce moment, point, en nombres. Et je vais avoir une série de, je vais me retrouver avec une série de nombres, de chiffres. 1, 1, 2, etc. Eh bien, cette série de chiffres, elle est quelque part dans racine carrée de 2. Ce qui veut dire que vous prenez l'œuvre de Shakespeare au complet, vous la transformez en une suite numérique, quelque part dans racine carrée de 2, vous allez la trouver. Vous allez prenez l'œuvre qui n'a pas encore été écrite, elle est déjà dans racine carrée de 2. L'épidémie que nous vivons est dans racine carrée de 2. Tout est déjà dans racine carrée de 2. Tout. Alors, pour moi, cette chose-là, alors c'est tout petit, racine carrée de 2. Eh bien, racine carrée de 2, il y a l'univers au complet. Eh bien, c'est comme ça que mon frère me raconte les maths. Alors, nécessairement, cette façon de faire me bouleverse complètement et fait en sorte que quand je me mets à écrire des pièces, la figure du mathématicien, la figure des maths, la notion mathématique, la notion du monde traduit en nombres est tout de suite présente. J'ai été fondé par ça, par l'énorme impression, l'énorme influence que ce grand frère a eu sur moi dans mes jeunes années et dans ma formation intellectuelle et dans ma formation littéraire et formation même d'individu. C'est quelqu'un qui a été pour moi une figure absolument écrasante, mais aussi inspirante, vraiment. Et donc c'est pour ça que ça se retrouve, enfin, les maths sont souvent régulièrement quelque part dans ce que j'écris. Merci pour ces réponses. Et pour répondre, d'ailleurs, c'est Léon X, le pape. Léon X, merci beaucoup. Merci. Voilà. Et ma question est, quelle est la place du rire dans Tous des oiseaux? Alors, je pense notamment au personnage de Léa oui. Et de Nora qui apporte des respirations dans le drame. Alors, je ne fais pas exprès, hein, vraiment, parce que je ne me dis pas qu'il faut que ça soit drôle ou que... Bon, vous voyez, vous avez un peu compris, je viens d'une famille rocambolesque, moi. Vraiment, je pourrais vous faire parler de mon... Enfin, la vie m'a habitué à être dans des situations baroques tout le temps. Je vais vous donner un exemple tragicomique. Voilà, on est à Montréal, imaginez la scène, on est à Montréal dans un hôpital. Le moment est très grave. Il y a mon père, ma sœur, mon frère et moi. Ma mère n'est pas là. Et on est avec un médecin. Et le médecin se penche vers moi. Et il se penche vers moi parce qu'il va m'annoncer, comme j'étais le plus jeune et le plus petit, mon père, ma sœur, mon frère étaient au courant, donc le médecin s'adresse à moi personnellement, donc il s'approche de moi comme ça. Il me dit, écoute, Wajdi, il faut que je te dise quelque chose de très grave, de très important, ça va être difficile. Et donc, il va m'annoncer que ma mère va mourir dans 1 mois à cause du cancer. Mais il a une haleine de renard frit. C'est épouvantable. Il a une haleine épouvantable. Et donc, je me mets à plus être en train de gérer ma respiration en fonction de la sienne, c'est-à-dire comment je fais pour respirer, pas au moment où il est en train d'expirer, parce que ce n'était pas possible. C'était ça qui me préoccupait surtout, et pas ce qu'il était en train de m'annoncer.
Eh bien, cette situation m'a marqué, m'a complètement. J'ai dit, c'est quand même dingue. Et chaque fois que je l'ai raconté à mes copains, je disais, mais c'était pas possible. Enfin, c'est interdit. On doit pas faire ça. On peut pas annoncer à quelqu'un que sa mère est morte avec une haleine pareille. Bon, ben, cette chose-là, quand je me suis retrouvé un jour à l'écrire, c'est devenu une énorme comédie, quoi, évidemment, parce que la situation est tragique, mais la situation est comique. Ou alors, je sais pas, vous êtes en train d'avoir une rupture amoureuse vraiment compliquée sur le bord du trottoir, à moins 25 à Montréal, pendant que les copains sont dans la petite maison où il y a une grosse fête, mais voilà, il faut que je te parle, ok, on va sortir dehors, bon, d'accord, on va quand même pas faire ça à l'intérieur, ouais, non, ok, allez, on sort dehors, il fait super froid, il fait moins 28. Et donc, vous êtes à côté contre une voiture, elle est debout contre le mur de la maison et on est en train de se quitter. On est en train vraiment de se quitter. Puis c'est vraiment pas drôle parce qu'on a tous les reproches du monde à se faire et tout à coup, entre nous, passe un Père Noël qui, évidemment, nous souhaite joyeux Noël, etc., qui nous appelle les amoureux, etc. Bon, et ben, cette situation-là de contraste entre un moment vraiment désagréable, vraiment, c'était très désagréable, et puis ce passage de ce Père Noël entre nous, eh bien, c'est des choses qui ont je sais pas, qui ont parsemé ma vie continuellement, ou alors c'est peut-être ma manière d'échapper à la réalité. Pendant la guerre civile libanaise, quand on était dans les abris, sous les bombardements. C'est une histoire que aussi j'ai souvent racontée, mais qui a beaucoup compté pour moi. C'est il y avait une fille dont j'étais quand même un peu secrètement amoureux, qui était une voisine. J'étais petit, hein, j'avais 8-9 ans, mais quand même, j'étais vraiment amoureux, comme un garçon de 8-9 ans peut être amoureux secrètement. Et cette voisine, je ne la voyais que dans l'abri. C'est-à-dire que quand il bombardait, parce qu'elle n'allait pas à la même école que moi, eh bien, je ne peux pas vous raconter la joie que j'avais quand ça bombardait. Quand les bombes tombaient, ça voulait dire une chose, c'est qu'on allait se retrouver dans l'abri, donc j'allais la revoir. Eh bien, tous ces paradoxes, ces contrastes, j'en ai des tonnes et des tonnes. Alors nécessairement, quand je me retrouve à écrire, j'écris avec ça donc je me dis pas, il faut que ça soit drôle. Je me dis pas, c'est juste que la réalité a tellement été baroque. Enfin, il y a toujours un truc marrant qui arrive au moment le plus tragique dans nos vies. Hein, et toujours quelqu'un qui fait un gros prout pendant que quelqu'un est en train de mourir. Alors, tu ne sais pas quoi faire. Tu as une espèce de gros fou rire qui arrive alors que quelqu'un est en train de vivre un truc pas possible. Donc, si vous voulez, ça, c'est des choses qui sont pour moi, voilà, enfin, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi. Et quand j'écris, ils viennent naturellement. Je ne fais pas exprès d'être drôle. Hein. Et moi, je ne pense pas que c'est drôle. La première de Tous les oiseaux a été un enfer. Parce que moi, j'étais vraiment convaincu d'avoir écrit une grosse tragédie, que les gens allaient écouter ça très sérieusement. C'était la première création à la Colline que je faisais. Bon, hein, s'il y a un théâtre sérieux, c'est bien le théâtre de la Colline. C'est vraiment un théâtre très sérieux. Eh bien, le spectacle commence et je vous jure, j'ai des témoins avec moi qui étaient avec moi. J'écoutais les retours et je ne comprenais pas pourquoi les gens riaient. J'étais sûr que j'avais complètement passé à côté de la pièce. Chaque fois que quelqu'un disait, ils étaient morts de rire, quoi. Les gens riaient et ça m'énervait parce que moi j'avais écrit une tragédie, quoi. Et ben, c'est bon. Après, je commence à comprendre, mais sur le coup, il n'y a vraiment pas de calcul. Je me dis pas, ouais, ce serait bien que ça rigole un peu parce que là, quand même, c'est très tragique. Non, pas du tout. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens soient toujours très tristes quand j'écris. Je veux qu'ils soient très tristes, mais ils passent leur temps à rigoler. C'est un drame. Mais bon, voilà. Merci Et beaucoup. moi, je vais juste ouvrir la fenêtre parce que je commence à avoir chaud. Attendez, j'arrive. Voilà. Merci beaucoup pour ces deux anecdotes. Donc, j'aimerais vous poser une question qui me touche personnellement. Quel conseil donneriez-vous à un jeune auteur de théâtre aujourd'hui?
Je n'ai tellement pas envie de me tromper dans ce que je vais dire, mais eh bien, écrire tout le temps. Écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écrire tout le temps. Alors, ça, c'est voilà, c'est écrire tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Écrire tout le temps. Écrire tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Prendre un cahier et écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et apprendre à ne pas se juger. C'est apprendre à ne pas se juger. C'est quelque chose qu'il faut apprendre, surtout en France. En France, on vous apprend beaucoup à vous juger. En France, on vous apprend beaucoup à vous trouver nul, à trouver que ce que vous faites n'est pas comme Racine ou comme Musset ou comme je ne sais pas qui. En France, on vous dit tout de suite que tout a été fait et que vous n'avez plus rien à faire parce que vous ne serez jamais Molière, Racine, Corneille, Proust. Vous ne serez jamais ça, jamais, jamais, jamais. C'est une chose qu'on vous apprend dès la sixième, voilà, on vous dit ça très clairement, vous êtes nul. Bon, donc, et c'est une chose qu'il faut apprendre à faire, c'est foutre ça à la poubelle. Vous débarrasser de ce truc. Mais ça, la seule façon d'y arriver, c'est d'écrire. C'est d'écrire, jusqu'à ce que l'écriture veuille de vous, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Jusqu'à ce que vous trouviez l'endroit psychique entre vous et l'écriture. L'endroit de syntonisation. C'est comme s'il faut imaginer que vous êtes au fond d'une grotte, vous avez une radio, vous essayez de trouver la ligne. Il n'y a que de la friture. Eh ben, il faut trouver, il faut chercher, il faut écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, écrire tout le temps. Écrire tout le temps, sans décider tout de suite si c'est du théâtre, pas de théâtre, du roman, pas de roman. Écrire, et pas juger. Aimer. Il faut aimer. Aimer dans l'écriture. Aimer. Et puis, se débarrasser du jugement de soi. S'en débarrasser, ne pas l'écouter. Et puis, ne pas hésiter à acheter plein de cahiers et recommencer. N'écrire que des premières pages, c'est pas grave. Et puis, on recommence. Puis, un nouveau cahier. Et réécrire. Et puis, écrire. Et puis, écrire. Et écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour se trouver. Parfois, ne pas faire lire. Tenir. Ne pas faire lire aux autres. Parfois, on craque, on fait lire. Et puis après, bon. Mais c'est un chemin, hein, c'est vraiment le voir comme un chemin. Et puis n'écouter que ceux qu'on a envie d'écouter. Et ceux qu'on n'a pas envie d'écouter, on les écoute pas, quoi. C'est pas compliqué. Ça, c'est vraiment, vraiment. Vous êtes. Se souvenir que vous êtes libre. Que vous êtes libre de prendre ce que vous voulez et de ne pas prendre ce que vous voulez. De faire des choix. Mais le conseil le plus important, je dirais, c'est écrire pour apprendre à ne plus se juger. Merci encore une fois pour ces réponses, c'est vraiment un régal. Et la prochaine question, c'est plutôt une question d'actualité. Je crois que tout le monde est au courant des occupations de théâtre en France et nous savons que la colline est occupée par des étudiants en ce moment. Et personnellement, je trouve que ce geste n'est pas seulement un militant, mais aussi existentiel. Ça montre le besoin de se réunir au même endroit, au même moment pour partager une passion commune qui est le théâtre et aller plus loin même. Et c'est l'origine du... Et comment interprétez-vous ce geste d'occupation? Ça revient en plus au saut quantique. Ils créent tous ensemble leur propre espace liminaire. Oui. Alors, comment je l'interprète? En fait, il y a un fondement, un fond, qui lui, pour moi, est extrêmement important. Ce que je trouve
Alors, je vais parler particulièrement de l'occupation des étudiants, parce que les théâtres sont occupés par toutes sortes de personnes, dépendamment des théâtres. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les théâtres comme celui de la Colline, qui est occupé par des étudiants. Ce qui, pour moi, est vraiment très important dès le départ, dès le début. Ce que je sens, c'est que c'est un besoin viscéral d'occuper ce théâtre, d'occuper le théâtre, que la jeunesse, que les étudiants, pas dire la jeunesse, parce que ce n'est pas toute la jeunesse, ce sont des étudiants en théâtre, c'est particulier, qui sont jeunes. Donc, que ces étudiants sont venus occuper la colline et sont encore là, c'est un besoin, c'est une nécessité absolument viscérale. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle n'avait pas encore, au moment où elle a commencé, n'avait pas trouvé les mots. Parce que parfois, on a une nécessité, mais on n'a pas encore les mots qui la nomment, qui vont nommer cette nécessité-là. Et c'est effrayant de ne pas avoir les mots. Parce que tout le monde passe son temps à se demander, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu occupes le théâtre? Pourquoi tu occupes le théâtre? Bah, c'est nécessaire, c'est vital. Oui, mais pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi? C'est quoi ta vitalité? C'est quoi ta viscéralité? C'est quoi? Mais parfois, on n'a pas les mots encore. Et c'est pour ça que c'est viscéral. Parce que c'est encore dans les viscères, c'est encore dans le ventre. Ce n'est pas encore monté à l'esprit pour arriver à inventer des mots qui ne sont pas les mots des autres. Parce qu'il y a plein de mots qui existent. Je ne sais pas, les syndicalistes, ils ont leurs mots, les intermittents, ils ont leurs paroles, ils ont des phrases toutes faites qui existent déjà depuis longtemps. Là, ce qui m'intéressait, c'est que c'était un mouvement qui n'avait pas un précédent, donc qui n'avait pas de vocabulaire tout de suite. Ils avaient des bribes, des fragments. Et ils se sont rassemblés dans ce théâtre, ils ont fait des assemblées générales pour essayer de trouver les mots. Et ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'ils essaient, comment dire, ce que je trouve vraiment important, c'est que pour arriver à trouver les mots, il faut de l'imaginaire, il faut de l'imagination, il faut de l'imaginaire. Mais en ce moment, il y a beaucoup de pression qui se fait de l'extérieur. Il se fait beaucoup de pression sur eux pour dire qui ils sont, pourquoi ils sont là, de nommer, que la tentation d'aller chercher les mots des autres est grande, que la tentation de rétrécir l'imaginaire en allant chercher les revendications des autres, aussi légitimes soient-ils, est grande. Et alors qu'on sait qu'il faut plus de temps pour trouver vraiment les mots de notre âge, de notre situation. Et là, en ce moment, moi, ce que j'espère, c'est qu'un texte, qu'une parole, qu'une prise de parole nous soit adressée à nous, les dirigeants, ou je ne sais pas quoi, ou à l'État, ou aux adultes, ou aux grands, avec une parole qui soit véritablement la leur, qui ne soit pas une parole empruntée aux autres, qui soit la leur. Et ça, c'est un travail de poésie, c'est un travail de création. Et ça, c'est vraiment, si cette parole apparaît, là, c'est une révolution pour moi. Merci beaucoup. Donc, je vais vous poser maintenant deux questions qui ont été écrites dans le chat du live. Donc, une première d'Enora Lecause. Quelle est la place exacte d'Eden? Pourquoi se fait-elle violer? Est-ce un viol? Pourquoi Wahida la revoit-elle ensuite? Voilà. Eden, c'est, comme son nom l'indique, c'est la mémoire d'une époque heureuse, c'est la mémoire d'un paradis, c'est le souvenir d'un paradis, et c'est aussi la possibilité d'un paradis. Donc Eden, qui au départ est un personnage qui va fouiller Wahida, c'est-à-dire qui va d'une certaine façon l'agresser, qui va la fouiller et qui va être bouleversé par la beauté de Wahida, va à un moment donné comprendre que en fait l'autre, celle qu'elle va fouiller, celle qu'elle considère être comme une terroriste parce que arabe, elle ne pourra pas y avoir accès tant et aussi longtemps qu'elle sera dans ce rapport vraiment, enfin que l'Éden n'est pas accessible à partir du moment où on décrète que il y a les terroristes, il y a les non-terroristes, il y a les Arabes, il y a les Israéliens, il y a eux, il y a nous, mais qu'à partir du moment où on fait inventer le gris, à partir du moment où le gris commence à inventer la possibilité de l'Éden, la possibilité du paradis existe dans le gris,
dans le camailleux de gris et non pas dans le noir ou blanc. Et pour moi, Eden, c'est quelqu'un qui fait cette trajectoire-là. Entre le moment où elle commence et le moment où elle termine, elle est transformée par la rencontre qu'elle a avec Wahida, une fille de son âge, une fille qui aurait pu être elle, etc. Donc c'est pour moi, c'est un peu le miroir de Wazan, c'est un pont. C'est quelqu'un qui a la possibilité de devenir, oui, qui devient un pont. C'est un pont qui se construit. Voilà. Merci beaucoup. Donc, une seconde question de François Bourg. Vos pièces de théâtre sont peuplées d'enfants qui grandissent, qui sont en révolte contre leurs parents, qui ne veulent pas passer du côté adulte. Est-ce que ce passage est toujours une épreuve? Est-ce que l'enfance est toujours un couteau planté dans la gorge? Oui. 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 Ouais. Je suis quelqu'un qui... pourtant, j'ai des enfants, hein, et je suis quelqu'un qui croit qu'il y a un rite de passage. Je suis un ritualiste, on va dire. Je suis quelqu'un qui croit au rite. Et je crois à des rites cachés. C'est-à-dire qui, surtout dans nos sociétés hyper cartésiennes, qui s'est un peu débarrassé de toute notion de... Enfin, qui se croit devenue super concrète. Il y a des rites. Et un des rites, c'est ce rite de la comment dire, de la, on va dire du meurtre du père et de la mère, c'est-à-dire tuer ses parents. Moi, une des choses que je dis à mes enfants, c'est que la vie est faite pour parler infiniment avec ses amis et une fois ou deux avec ses parents, et non pas l'inverse. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il est très important d'avoir une fois ou deux fois une conversation avec son père et avec sa mère. Quand je dis une conversation, c'est-à-dire une chose où tout à coup, on s'adresse à son père, on s'adresse à sa mère pour reconnaître le père et reconnaître la mère. Alors, ça peut être une conversation très compliquée, hein, difficile, qui peut être suivie par des mois de silence, mais une conversation. Alors qu'avec les amis, c'est pour la vie, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Moi, par exemple, je sais pas, je passe plus de temps avec mes amis qu'avec mes parents. Enfin, voilà, j'ai 52 ans, mais depuis que j'ai 30 ans, je passe plus de temps avec mes amis qu'avec mes parents. Je vois mes parents. Mon frère, ma sœur, je les vois, je les aime, c'est des repères. C'est des repères très importants. Mais la vie, c'est mes amis. La vie, c'est mes amis. Et c'est, comment dire, se libérer de ses parents, c'est apprendre à les voir de la tête aux pieds. Sinon, on les voit toujours de proche. Et se libérer de ses parents, c'est enfin les découvrir dans leur entièreté. C'est donc être dans un réel rapport avec eux. Et étrangement, je pense que ce sont les amis qui nous permettent de trouver ce chemin. C'est pour ça que, au-dessus de tout, je place le sentiment de l'amitié. L'amitié, parce elle échappe au sang, elle échappe au lien du sang. Qu'est-ce que c'est de dire à un ami, je suis prêt à mourir pour que ta vie soit sauve, je donnerai ma vie pour toi? C'est un mystère, tu n'es pas de mon sang, tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma fille, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, mais je ne voudrais jamais qu'il t'arrive malheur parce que tu es mon ami. Ce sentiment de l'amitié, ça passe parfois par des moments, mais ça passe par un moment de rupture violente, hein, parfois. Oui, c'est ça, c'est que ce couteau planté dans la gorge n'est pas nécessairement violent toujours, n'est pas nécessairement toujours dur, n'est pas nécessairement toujours épouvantable, mais il est nécessaire. Il faut savoir avaler sa salive, il faut savoir se libérer, il faut savoir devenir adulte. Donc, porter sa vie à soi. Et ça, c'est ouais,
le monde nous aide à nous extraire. L'art nous permet de nous extraire. Les rêves, les utopies, ce qu'on veut faire de notre vie. En fait, d'une certaine façon, c'est une banalité ce que je vais dire, mais il n'y a personne qui est passé à ta place pour sortir du ventre de ta mère. Personne, c'est toi. Il n'y a personne qui va mourir ta mort à ta place. Quelqu'un peut mourir pour te sauver la vie. Mais quand tu vas mourir, c'est toi qui vas mourir ta mort. C'est une tautologie, mais c'est toi qui vas mourir ta mort. Personne ne va dire « Attends, je vais mourir ta mort à ta place ». Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Et donc, d'une certaine façon, sur la vie, c'est pareil. Malheureusement, beaucoup de gens laissent les autres vivre leur vie à leur place. Alors, qu'est-ce que c'est vivre sa propre vie? Bien, c'est d'une certaine façon, parfois, c'est se déchirer, c'est déchirer quelque chose. Il y a une déchirure avec le berceau, avec les parents. Merci encore une fois. Il est temps de clore cette réunion. Merci à tout le monde d'avoir visionné et merci beaucoup, Wajdi, de ces réponses très enrichissantes. Je crois que mes collègues ici, ils sont tous d'accord pour dire que c'était une opportunité vraiment one of a kind, comme diraient nos amis les Anglais. Et on rappelle à tout le monde que ce live sera disponible à la chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de La Colline. Et on rappelle aussi que tout le monde peut aller visiter le site Versant Est pour voir tous les travaux créés par les jeunes en lien avec Tous des oiseaux. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.